Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir. C'est l'épisode 22. Après 21 épisodes avec Virginie Dornier, cette fois, c'est au tour de Jean-Pierre Coq, de venir sur le plateau pour nous présenter l'un de ses dossiers, à savoir santé publique, bien commun et nanomédecine, la servitude érigée en raison d'État. Merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Avec derrière moi des ouvrages comme La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, Serge Monast l'intégrale et Pierre Mat pour l'agenda 2030, Le clan des seigneurs et Le temps des pervers de Paul-Antoine Martin. À ma droite, Edward Snowden, Mémoire vive, avec Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, tome 2 de Jean-Michel Jacques Marafestin, Climate Terror de Salim Laïbi, Franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardeau et enfin Laurent Gounel, Le réveil. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Jean-Pierre Coq. Je rappelle également que je suis apartisan et asyndical. Mon casier judiciaire est vierge. Je ne suis pas suicidaire. Et je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau. Donc, je ne suis pas du Rotary Club, franc-maçonnerie, Lions Club ou de quelques réseaux hermétiques connus à ce jour. Bien entendu, mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Alors, je vous dis à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Nicolas. Bon, merci d'être avec nous pour ce 22e épisode. Alors après avoir laissé Virginie nous présenter une grande partie du dossier du devoir de tout dire et du droit de savoir avec 21 épisodes à son actif, et bien cette fois c'est ton tour pour entamer une autre partie et on va revenir justement sur ce dossier que maintenant beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, connaissent. Donc on a fait avec Virginie, donc il faut aller en bas de page après les annexes. Donc, on a fait la sommation à faire, voilà, avec tous ces dossiers-là. On a fait, bien sûr, la septologie, qui était passionnante également. Et toi, c'est cette partie-là. Santé publique, bien commun, nanomédecine, la servitude érigée en raison d'État, en partage depuis mai 2020, donc depuis 4 ans. Et on va entamer aujourd'hui le premier dossier sur la gouvernance mondialiste pour altérer jusqu'à l'âme humaine. Rien n'est caché, tout est public. Voilà. Alors, avant d'entamer ce dossier, peux-tu, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, te présenter en quelques mots, d'où tu viens et comment tu es venu à travailler sur ces dossiers? Alors déjà, merci Nicolas pour tout ce que tu fais, pour les émissions avec Virginie et moi-même. Alors pourquoi déjà j'ai un avatar? Parce que je pense que déjà on vit en Bretagne, c'est la première chose, donc on voit que le Morbihan est présent et qu'en même temps, pour faire ce pas de côté, le message est plus important que le messager. Donc ceux qui veulent voir, il y en a qui me connaissent, mais ceux qui veulent voir la tête que j'ai, ils vont sur LinkedIn, ils mettent Jean-Pierre Coq et ils verront pédigré, je vais donner quelques éléments et puis surtout, bah, voilà, il y a une photo. Donc c'est important, que le message, prévale sur le messager. La deuxième chose aussi est, que, on a eu certains interlocuteurs qui doutaient de mon existence. Savoir, Virginie parlait régulièrement de moi. Effectivement, j'étais peu visible. Alors, il s'est trouvé on s'est réparti les rôles d'une certaine façon. Et donc, c'est aussi pouvoir, à travers la présentation de mes dossiers santé et l'émission qu'on fait ensemble, dire oui, Jean-Pierre n'est pas qu'un avatar, il existe. C'est bien le mari de Virginie Dornier. Et quand Virginie Dornier colle, je suis bien Jean-Pierre Coq, son mari, et ça fait pas mal d'années qu'on vit ensemble, plusieurs décennies. Donc voilà, ça c'est pour répondre et fermer la boucle par rapport à ça. Après, qui je suis, en fait, mon parcours de manière rapide,
j'ai une formation académique, j'ai fait une fac de médecine, j'ai réussi le concours de médecine, donc j'aurais pu être médecin. Ça m'a amené à pouvoir avoir tous les fondamentaux, parce que j'étais jusqu'en troisième année de médecine, tous les fondamentaux en termes, on dirait, d'anatomie, de physiopathologie, de la communication institutionnelle et académique, ce qui m'a permis d'être toujours à l'aise avec les professionnels de santé. Alors c'est un peu la médecine comme la prêtrise, hein, c'est un sacerdoce. Si on veut durer longtemps en santé, il faut toujours avoir cette histoire de feu sacré, vraiment une correspondance. Donc ça, c'est le fondement, le côté académique. Ça m'a permis d'exercer à l'époque, c'était faisant fonction d'infirmier dans un hôpital. Donc j'ai beaucoup travaillé, notamment, j'ai fait beaucoup de garde de nuit pendant près de 2-3 ans. Pas mal en maxillofacial pédiatrique, en fait. Il y avait que la maternité où on prenait que des femmes. J'ai aussi tourné sur pas mal de services, mais voilà sur les éléments. Et puis, j'ai un parcours important, long, de 30 ans de l'industrie pharmaceutique. Alors, comment on arrive à l'industrie pharmaceutique quand on n'est pas calibré pour ça, quand on a fait une fac de médecine? En fait, on fait une pause à un moment donné sur ces gardes de nuit, un ami qui vous parle d'un métier que vous ne connaissez pas, d'un environnement que vous ne connaissez pas, qui est donc le métier de la visite médicale, l'environnement de l'industrie pharmaceutique. Et on se dit, bon, c'est pas mal de faire une pause. Je vais voir ce qu'il en est, je vais faire ça pendant quelques mois, peut-être 6 mois. Après, je vais peut-être souffler et me promener pendant 6 mois et je reprendrai mes études. Et le doyen de mon CHU parisien me disait qu'il n'y a pas de souci. J'avais 5 ans, en fait, pour revenir au stade de la troisième année, voire plus s'il y avait besoin. Donc, du coup, je suis parti pour ça. Et puis, ce métier que je connaissais pas du tout, en fait, m'a plu. Je suis 6 mois dans un labo, j'ai été coopté dans un autre labo pendant 2 ans et puis, donc les années passent vite et le premier constat, c'est qu'effectivement, entre un travail à l'hôpital et une visite médicale dans l'industrie, en fait, on a un facteur 2-3 en termes de revenus. Donc déjà, il faut se rendre compte que si, à l'époque, je gagnais 2 ou 3 000 francs, rapidement, on arrive à 2 voire 3 fois plus. Donc ça, il y a déjà un élément économique. La deuxième chose, c'est que ce métier, en fait, il m'a plu puisque moi, j'ai toujours resté soignant, étudiant, apprenant en santé et que, en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé ma place. Et puis, en 93, à un moment donné, je suis rentré chez Merck. Alors, Merck, il y a plusieurs Merck. Il y a le Merck Levno, le Merck Lifa, et puis il y a le Merck Co. Donc il faut savoir de quelle Merck on parle, en fait. Merck Co, c'est, à mon sens, le laboratoire le plus puissant du monde. C'est le Merck américain. Alors, le plus puissant, pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà des chiffres d'affaires, l'important, c'est la rentabilité, en fait. Et le Merck américain a toujours été au plus haut niveau de la fiche sur la rentabilité. Après, il y a d'autres éléments intrinsèques, qualitatifs, qui font que ça existe depuis plus d'un siècle, c'est une grosse structure, avec énormément de moyens, avec de la recherche et développement très importante. Et dans ce Merck américain, j'ai été cadre senior pendant 20 ans. Donc, tout ça m'a amené effectivement à pouvoir toujours garder et agir dans le sens du parcours de soins. Et je pense que lorsque on échangera sur le rassemblement avec Virginie, on refera un petit retour sur qu'est-ce qui a fait les dossiers, c'est-à-dire le dossier zéro, l'exercice illégal du métier de la visite médicale par des fonctionnaires de l'éducation nationale auprès d'un public d'enfants. Hein, Virginie en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé sur les réseaux. C'est aussi vraiment dans ce dossier zéro initialement. On pourra rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Les choses ont été, on a laissé faire et aujourd'hui, on voit bien que de ce qui se passe dans le milieu scolaire et ce à quoi les enfants, les parents et la structure sont confrontés dans le domaine, en tout cas, d'une communication santé qui n'aurait jamais dû être de ce type-là. Donc voilà, après, bon, voilà, je ne vais pas rentrer sur les diplômes et autres. Voilà, j'ai un niveau des diplômes, un diplôme correct, plus que correct. Et, euh, et puis, je vais terminer aussi mon parcours aujourd'hui par me former à la sophrologie il y a déjà quelques années. Et c'est dans ce cadre-là que je suis avec toi aujourd'hui après ces dossiers qui ont été partagés, publiés gratuitement depuis plusieurs années et sur lesquels on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les dossiers.
Donc voilà. J'espère avoir été, Oui, 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 tout à fait. bon, Et je te remercie. Alors, justement, parmi ces dossiers que nous as concoctés, je précise, et c'est intéressant d'avoir la date pour le devoir de mémoire, avril 2022, donc il y a 4 ans désormais. Santé publique, bien commun, nanomédecine, la servitude érigée en raison d'État, avec le dossier numéro 1. Donc nous sommes sur le dossier qui fait 95 pages. Une gouvernance mondialiste pour altérer jusqu'à l'âme humaine, rien n'est caché, tout est public. Donc je rappelle qu'en commentaire épinglé de cette vidéo, vous aurez l'accès au dossier, c'est un accès gratuit. Vous aurez le mail de Virginie pour commander, enfin pour lui écrire. Je laisse le mail de Virginie si jamais vous voulez la contacter, si vous avez du mal à avoir les dossiers en Dropbox, les avoir en PDF, etc. Donc comme les autres épisodes. Et je cite le petit encart où tu écris: «Ce dossier est la première partie d'un triptyque consacré à un travail de recherche sur la santé, travail mené scientifiquement. Les sujets et les éléments présentés sont documentés, d'où les nombreuses références. Les questions posées par le peuple souverain exigent de la part des institutions identifiées et de leurs représentants des réponses claires et précises». Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot avant d'attaquer, au-delà du sommaire, le dossier? ben, en fait, dans le dossier, si on regarde déjà la page de couverture, on y voit un certain nombre de choses. Bon, bah, le titre est très clair, hein, parce on a un vrai bon, il faut regarder la santé publique, hein, qui a été, hem, voilà, qui est un vrai sujet. Le bien commun est un vrai sujet. La nanomédecine, aujourd'hui, nul ne peut en échapper, puisque effectivement, on voit bien que, les stratégies thérapeutiques, ont, évolué vers, de la biotech et de la nano-biopharmaceutique, voire plus. La servitude érigée en raison d'État, c'est un voilà, c'est un vrai sujet. En fait, pour nous, en tout cas, comprendre aborder cette gouvernance mondialiste, ce dont je me suis aperçu, concrètement, c'est qu'on avait à la fois, un côté très, très matériel et aussi à la fois un côté très, très invisible. Et lorsqu'on s'attache à regarder de manière globale les choses, on se rend compte qu'on n'est pas que simplement, sur, de la matérialité, de la fonctionnalité, mais que ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. D'où l'idée de ce titre. Et bah, rien n'est caché, tout est public. Ben, parce que effectivement, avec les outils modernes, l'internet, les moteurs de recherche, avec les bibliothèques, enfin tout ce qui peut permettre d'avoir accès à de la connaissance et à de l'information, avec effectivement la possibilité toujours de faire le tri, hein, de voir les sources, de regarder, de vérifier euh, si les choses sont bien ce qu'elles sont. Eh bien, non, rien n'est caché, tout est public, car la mondialisation, mondialiste, l'adversaire, souvent nous on parle, moi souvent je parle de l'adversaire, le système. Et en fait, il nous dit les choses. Il nous dit les choses. Alors, est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les perçoit? Est-ce qu'on les comprend? Est-ce on en saisit les tenants, les aboutissants? C'est un vrai sujet. Mais en fait, bah, rien n'est caché, tout est public. Donc les informations, et on le voit bien depuis la crise Covid, on voit bien effectivement que ce qu'on ignorait ou qu'on ne comprenait pas ou qu'on n'avait pas vu, aujourd'hui, de plus en plus, est mis sur la table. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a des sujets que d'Éric Bakcheff ou d'autres disent oh non, non, on ne peut pas en parler. Genre la franc-maçonnerie, ben, on voit bien que depuis 4-5 ans, on ne parle que de ça, il ne s'agit que de ça. Euh, Pas que, mais entre autres. Bref, sur cette page de couve, et d'ailleurs c'est une photo que j'ai prise au réel sur la côte sauvage en Bretagne. D'ailleurs, ça m'avait assez choqué de voir la mer, une belle mer et une seringue. Donc on voit aussi on peut imaginer ce que ça peut signifier. Et puis bah autour pour Ah oui, c'est vrai que j'avais pas vu que c'était une seringue, ça ressemble, on aurait dit une bouteille au départ, comme une bouteille à la mer, j'avais pas vu que c'était une seringue, effectivement. Donc c'est très symbolique. en tout cas, c'est une découverte et un constat qui m'a vraiment heurté et qui a du sens en fait. Pour voir comment une seringue peut se retrouver sur une belle plage bretonne, comme ça. Et il n'y en avait pas qu'une, hein, il y en avait plusieurs. Donc d'où elles viennent? Est-ce qu'elles ont été semées? Est-ce qu'elles viennent par la mer?
Je veux dire, voilà, il y avait un certain nombre de déchets, cela en faisait partie, donc c'est vrai que ça questionne aussi la façon dont les choses sont gérées. Et puis autour, bah, il y a des mots, et ces mots, santé, industrie pharmaceutique, consommation, nanotechnologie, contrôle, individu, sécurité sociale, biotechnologie, médicaments, déficits sociaux, ce qu'on va retrouver dans ce dossier, hein. Voilà. Donc c'est vrai que déjà, comme pas mal d'ouvrages, et là on est sur des travaux de recherche, souvent la page de couve donne un sens et donne une lecture. Je me permets aussi de rappeler que, bah, avec Virginie, mais je vais le faire vraiment aussi pour moi, en ce qui concerne nos travaux de recherche et nos dossiers, euh, on s'exprime toujours dans le cadre de notre statut protégé par la loi, c'est-à-dire euh, le palier 3 de la loi Sapin 2, cette fameuse loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016, donc la loi Sapin 2. Il y a différents paliers, on en a beaucoup parlé. Il faut regarder le défenseur des droits, un palier 1, un palier 2 et un palier 3. Il faut regarder aussi la directive européenne 2019 1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 qui, à travers ces différents articles, montre aussi la qualité, ou en tout cas la possibilité, lorsqu'on est dans un sujet d'une très grande gravité, de pouvoir passer d'un palier 1 à un palier 3. Virginie comme moi, on a fait effectivement tout ce processus-là, et c'est pas quelque chose qu'on demande, c'est pas une revendication, c'est pas, il y a pas, voilà, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est simplement que, comme tout un chacun, quand on est témoin ou on a une information bien précise, on a la possibilité effectivement de faire une alerte officielle, et cette alerte officielle, elle est cadrée par la loi. Alors c'est très exigeant et c'est très contraignant, parce que en fait, tout doit être factualisé et documenté à 100%. Donc en réalité, lorsqu'on est dans un cadre qui est ce cadre et qu'on met en avant le statut de lanceur d'alerte de la loi Sapin 2, les directives européennes attenantes à ce statut-là, eh bien, il faut bien regarder ce cadre-là. Beaucoup de personnes pourraient y entrer. L'anonymat est garanti, sinon, s'il est levé par une tierce personne, il est sanctionné durement par la loi. Nous, les gendarmes, les militaires, nous ont dit, compte tenu de ce que vous mettez en avant, le fait de lever l'anonymat est une protection supplémentaire, ce que l'on a fait. Donc c'est pas sans rien, parce que quand on lève son anonymat et qu'on donne de l'information documentée, sourcée, factuelle, non opposable d'un point de vue juridique, c'est irréfragable. Ça veut dire qu'on n'est pas sur je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'y crois pas. Je veux dire, on n'est vraiment pas là-dedans. C'est la réalité. C'est des choses qui sont concrètes, qu'on le veuille ou non, et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et après, qu'on détourne la tête, qu'on regarde, qu'on prenne en compte, qu'on s'en inspire et qu'on l'utilise, c'est des éléments factuels. Et donc, ça permet d'avoir une compréhension du monde, et d'une compréhension du monde telle qu'elle est. Et nous, à notre niveau, et on n'est pas les seuls, parce qu'il y en a partout dans le monde qui font la même chose que nous sur des sujets différents, mais on va tous en même temps dans la même centration, fait tous le même constat. Et ça sont des éléments importants. Faire la différence entre un alerteur et un lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, depuis que plusieurs années qu'on a remis à jour la loi Sapin 2 et la directive européenne, eh bien, depuis plusieurs années, ce qui est une très bonne chose, hein, on en parle de plus en plus. On l'entend de plus en plus. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et le Et paradoxe, Jean-Pierre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se prétendent lanceurs d'alerte, juste en ayant, lancé une information qui sortirait de l'ordinaire, alors qu'ils n'en ont ni le statut, ni vraiment comment dire? La réalité de la fonction. C'est-à-dire que, encore une fois, lanceur d'alerte, c'est, la loi Sapin 2, comme tu le disais, hein. D'ailleurs, il y a un guide pratique du lanceur d'alerte qu'on a sur internet qui est à peu près, une cinquantaine de pages. J'en ai fait une lecture audio aussi qui date de 2023, et on voit bien que c'est un statut qui nécessite beaucoup de critères. N'importe qui ne devient pas comme ça lanceur d'alerte du jour au lendemain. Ça nécessite aussi des prises de risques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit souvent des gens qui passent, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, qui s'autoproclament lanceurs d'alerte, alors que non, je veux dire, c'est pas comme ça au doigt mouillé qu'on définit qui est lanceur d'alerte et qui ne l'est pas. alors,
Bon, moi, je suis pas dans la polémique, hein. L'idée, c'est vraiment, Non, mais c'est pas de sans être pas une polémique, mais c'est factuel, quoi. oui, bon, l'idée, c'est de partager l'information. C'est-à-dire Ouais, que ce que je constate, c'est que souvent, enfin, il faut d'abord prendre connaissance de l'information. Il faut la prendre en connaissance. Donc lire et revenir sur les fondamentaux et lire et des fois il y a des voilà, la lecture elle est importante, hein. Nous on a 2 500 pages, mais même quand on lit un post, sur les réseaux ou un article de journal, l'idée c'est pas que de regarder les gros titres, voir ce qui est mis en gras et cetera, mais c'est vraiment prendre le temps, bah, si ça fait 3 pages, ça fait 3 pages, mais prendre le temps de la prise de connaissance de l'information. Après il y a un deuxième stade qui est de la comprendre. C'est encore autre chose parce qu'on peut lire et il faut aussi du temps pour comprendre l'information. Et puis, mais ça, tout le monde peut le faire, hein. Il faut pas écouter ce qu'on nous dit, c'est trop complexe, laissez-nous faire, et cetera. Non, non, n'importe qui et tout le monde, et c'est ça qu'il faut aussi restaurer. Nous avons tous la possibilité de bien comprendre. Il faut prendre le temps en fonction de. Et, euh, et c'est pas aussi complexe que ça en fait. Donc, il y a la prise de connaissance de l'information, la compréhension de l'information, et après, il y a une diffusion. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être très lourdes, et il faut le temps de la digestion. Et une fois qu'on prend ce temps de la digestion, on est beaucoup plus à même, dans un quatrième temps, d'agir et d'agir de manière adaptée. Donc l'idée, c'est pas d'être dans le réactionnel, mais c'est d'être dans l'action et dans l'action adaptée. Donc ce que je fais là, ce soir, avec toi et à destination, c'est vraiment voilà, de donner et de partager ce qu'on fait depuis des années, de partager de l'information et de prendre le temps de voir ce que ça signifie. Et ben, c'est la même chose pour le statut de lanceur d'alerte, c'est la même chose. Oui, c'est contraignant. Oui, c'est pas évident, mais c'est pas si complexe que ça. Et beaucoup pourraient, et encore aujourd'hui, s'y référer et être protégés par la loi, y compris dans leur activité, parce que c'est dans les textes, en fait. Donc, il faut prendre le temps de regarder, de voir que, et nous, c'est ce que nous avons fait. Il s'est trouvé que, bon, voilà, ça s'est imposé de cette manière-là. Donc après, une fois qu'on a ces éléments de compréhension et de digestion, on revient plus en arrière. Une fois qu'on a compris ce qu'était un alerteur, il a le droit de se tromper. Voilà, les alerteurs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et qu'est-ce que c'est qu'un un statut de lanceur d'alerte avec la loi Sapin 2, la directive européenne? Ben, c'est autre chose. Et qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça peut apporter? Voilà. Donc, c'est ce qui me semble les éléments, en tout cas l'élément le plus important que je voulais faire ouais, ouais, je partager comprends. là-dessus. Bien sûr. Alors justement, par rapport au dossier, comme tu nous l'écris en page 4, origine de ce dossier, j'ai réalisé ces dossiers sur la santé afin que chacun d'entre nous soit informé de ce qu'il vit au nom d'une crise sanitaire créée et planifiée par qui, pourquoi, comment. En effet, notre libre arbitre dans tous les domaines liés à l'humain, dont la prise en charge de la santé nous a été volée depuis longtemps. Ancien de l'industrie pharmaceutique, cadre senior délégué à l'information médicale, j'ai travaillé durant 30 années dans les laboratoires, dont 20 ans dans une big pharma. Avec conviction et passion, je me suis toujours astreint, en respectant les patients, à informer les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, IDE, sans faire de compromis à l'éthique. Depuis le début du déclenchement de la crise sanitaire envers l'ensemble des peuples, j'ai alerté et informé ma famille, mes amis, mon entourage, jusqu'à ma dernière entreprise dont je me suis mis en retrait. Trop rares ont été ceux qui ont pris en compte les faits portant criant d'atteinte des droits fondamentaux de chaque être humain. Concernant la santé, c'est notamment le consentement éclairé et libre qui nous a été spolié, justifié par un intérêt général de santé publique qui ne profite exclusivement qu'à une gouvernance. Alors j'ai cherché, analysé des textes de loi, des articles sur la santé, regardé à nouveau de près les archives sur l'évolution de l'industrie du médicament. Ce dossier est le fruit de mes recherches et je souhaite le partager avec le plus grand nombre. Bonne lecture, Jean-Pierre Coq. Voilà. Mmh. Bon, ça pose effectivement le cadre et l'origine de ce dossier, dont vraiment l'articulation initiale, en tout cas le point de départ initial, était le fameux dossier zéro dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a déjà été évoqué à de multiples reprises par Virginie et sur les différents réseaux et outils de communication que nous utilisons, sur lesquels on pourra en revenir. Quand je parle de Big Pharma, en fait, quand je mets Big Pharma, c'est parce que même si j'étais dans la filiale France de Merck, c'est l'origine, le siège social est aux États-Unis, en fait, hein. Donc c'est une entreprise américaine qui, comme une transcontinentale, en fait, une multinationale mais transcontinentale, a des filiales partout.
C'est-à-dire en Chine, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout le monde est couvert en fait par les multinationales et transcontinentales, et c'est dans ce cadre-là. En France, et on l'a souvent répété, c'est les entreprises de médicaments. Ça s'appelle le LEM. Voilà, c'est là où les laboratoires en France sont regroupés dans le cadre d'une association syndicale. Donc c'est le LEM. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et qu'il n'y a pas de confusion. Hein. Quand on parle de Big Pharma, on est sur la composante américaine et c'est pertinent. Si on veut véritablement s'intéresser aux laboratoires pharmaceutiques en France, c'est le LEM, le référentiel auquel il faut se regarder, s'orienter. Donc voilà. Après, ce qui est important aussi, c'est comment on s'y est pris. Alors, on l'a répété, mais ce qu'on a entendu, ouais, c'est pas scientifique. On a entendu, enfin, en fait, quand vous donnez de l'information, vous faites des travaux de recherche, il y a, et c'est très bien comme ça peut être très sain au départ, on vous challenge, on vous pose des questions, on vous titille pour savoir, bon, concrètement, est-ce que vous avez de la légitimité, c'est comment vous y êtes pris, est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est documenté, mais bon, voilà, enfin, est-ce qu'on est dans un roman et on raconte une histoire, ou est-ce qu'on est vraiment sur des éléments concrets? Pour rappeler sur les éléments académiques, et je sais pas si vraiment on a vraiment besoin de se pencher sur la légitimité quand on a, comme moi, 40 ans de santé, 30 ans de l'industrie pharmaceutique, et qu'on connaît l'industrie pharmaceutique sur la rigueur du niveau de formation, sur la difficulté de pouvoir accéder à des niveaux de compétences et des activités au sein des laboratoires euh, euh, qui sont donc extrêmement exigeants. Et vous voyez, chez Merck, alors, je dis par rapport à mes collègues comme ça, entre parenthèses rapidement, et c'est pas du tout prétentieux. Hein. Il y a un niveau d'exigence, puisque c'est vraiment le numéro un mondial, en fait, hein, la rentabilité. Donc c'est, à mon sens, le laboratoire le plus puissant du monde. Euh, Très exigeant, difficile à rentrer, et quand vous y êtes, vous avez intérêt à faire vos preuves avec vraiment. Et les standards de Merck étaient des standards de fonctionnement demandés aux collaborateurs. Ils en avaient les moyens de pouvoir les accompagner, les former, les recruter, les développer. Étaient souvent des très très hauts niveaux de demande de compétences de plein de laboratoires autres exerçant en France. Et donc, quand vous rentrez et quand vous exercez dans une structure extrêmement exigeante, eh bien, ce qui a l'air compliqué pour les autres, vous, en fait, c'est votre standard. Et ça, c'est vraiment des discussions que moi j'ai eues pendant plusieurs années avec mes collègues. Et il n'y a pas de prétention, c'est un fonctionnement, une exigence d'entreprise. Toutes les entreprises sont exigeantes, mais elles ont des référentiels et des règles et des modes de fonctionnement qui sont différents. Et Merck a cet élément-là. Donc je reviens à l'approche de la façon dont on s'y est pris. Virginie en avait parlé, mais bon, nous, on a pris une méthode académique pour faire les dossiers, parce qu'on a bien saisi à un moment donné, mais c'est aussi notre façon on a été formé à ça. Deux, c'est notre façon de faire. Et puis, compte tenu à ce à quoi on s'était découvert les éléments mis à jour, il fallait avoir un cadre qui soit un cadre, on va dire, académique. Donc, on a utilisé la méthode QQOQ-CP, qui est une méthode concrète, hein, professionnelle, d'analyse contextuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence à avoir une problématique initiale comme je ne comprends pas, on a un métier, visite médicale, c'est cadré par le Code de santé publique, on a une structure qui s'appelle le LEM, euh, avec un codem qui est l'agent de police, on va dire, de régulation, et en fait, on voit des enseignants qui font un métier cadré par le code de santé publique. Donc on ne comprend pas bien ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il s'agit? Plutôt que d'aller tout de suite partir, je dirais presque en live en fait, s'énerver, se dire ah, c'est pas possible, etc. Il faut arriver à mettre les choses à distance et regarder ce qu'il en est. Et c'est comme ça qu'on a fait à chaque fois sur les 2500 pages. Donc ce QQOQ-CP que connaissent bien les marketeurs ou en tout cas un certain nombre de types même d'entreprises, c'est une technique d'analyse contextuelle qui est simple et efficace et qui permet, par rapport à une situation donnée, d'avoir un cadrage, d'avoir vraiment
de poser les bonnes questions, pour saisir c'est quoi le problème quand on est dans une situation particulière. Et c'est quelque chose qu'on a appliqué à chaque fois qu'on a une situation particulière, un item, donc un élément sur lequel on avait envie de creuser. Et cette méthode permet en fait de répondre de manière efficace sans, sans rentrer tête baissée dans la résolution d'un problème, savoir ce qui se passe, quoi. Et donc, ça, c'est une méthode qui est très intéressante. Donc, il y a un Q pour le qui, c'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, en fait. Et c'est cette méthode-là euh, qu'on a utilisée, cette méthode d'analyse par questionnement avec des caractéristiques fondamentales d'une situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi la situation? C'est quoi le contexte? Et ça, c'est ce qui nous a permis effectivement à la fois d'être clair, et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir répondre aux objections c'est pas scientifique, on n'y croit pas, etc. Parce que dedans, il y a encore plus de sources que 2500 pages en fait. Je veux dire, puisqu'on est obligé, dans cette approche-là, d'avoir de la documentation pour avoir une information complète et objective pour tout le monde. Ça veut dire, vous vérifiez, vous regardez, vous retrouvez le même résultat, quoi. Et ça, c'est l'avantage d'avoir, enfin, en tout cas, la même compréhension du sujet. Et ça aussi, c'est l'avantage et l'exigence des sources documentaires. Donc, on en a des milliers, hein, beaucoup plus que le nombre de pages, de 1500 pages. Est-ce Donc que voilà, je tu peux te voulais. rapprocher est-ce que tu peux te rapprocher du micro parce Ouais, que ça fait ouais. un peu sourdine? Ah, pardon. C'est pas Ok. clair. Ah, Ouais. bon, Ah, là, d'accord. c'est mieux, oui. Oui. Ah, bah, je vais essayer de le J'aurais dû mettre. te le dire avant, mais c'est bon, tant pis. Bon, bah, écoute, OK. j'espère Non, que mais j'aurai pu ça, je être. pense que ça va aller, mais voilà, pour la prochaine fois, on verra. Alors, justement, on va avancer, si tu veux bien, un peu sur le dossier. Ça va te permettre, de toute façon, d'évoquer et de développer par la suite les sujets, puisque là, en introduction de ce dossier, tu nous dis que la réalisation des 3 dossiers relatifs au domaine de la santé a mis à jour un sujet intrinsèque récurrent concernant ce que nous sommes, nous, les êtres humains. Il est donc important de préciser tout de suite que ce n'est pas le domaine des recherches présentées dans ces dossiers. Force est de constater cependant comment les dirigeants, les experts, voire les décideurs qui rédigent les textes et les avis préparatoires ou des documents et articles qui influent sur les lois définissent, qualifient, écrivent et donc décrivent les êtres humains. Différents commentaires seront donc présentés en lien avec ce sujet lorsque les documents mis à jour y feront référence durant ces dossiers. Et là, tu ressors quelques définitions pour une entrée en matière. Donc, le terme d'altérer, par exemple, qui signifie modifier en mal l'état normal de quelque chose, donc avec synonyme de dégrader, dénaturer, abîmer, affecter, etc., etc., détériorer. Le contraire d'altérité, c'est l'identité. Ensuite, tu nous parles de la personne et de l'individu. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on retrouve par exemple ce qu'évoque Charles de Gallia TV ou d'autres personnes, et notamment avec d'autres verbes comme dévoyer, qui signifie détourner quelqu'un du droit chemin, le dégrader moralement, le pervertir, détourner le sens d'un mot de son acception première. Et ensuite, tu nous évoques la personne. Alors déjà, pourquoi ce rappel de ces termes-là? Dans quel but? Alors souvent tu le rappelles, mais c'est la démarche, c'est-à-dire, de quoi on parle. C'est-à-dire que, un mot a plusieurs définitions possibles en fonction des contextes qu'on peut utiliser. Et donc la base, c'est effectivement, de savoir, de quelle définition on parle pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et il est vrai que quand, dans un titre, on voit altérer jusqu'à l'âme humaine, ben, il faut regarder mais de quoi s'agit-il et quand on regarde les différentes définitions, alors il y en a plein, hein, il y a plein de possibilités. Il faut regarder l'Encyclopédie universalis, il faut regarder bon voilà les dictionnaires classiques, le Robert, mais il y a plein de sources qui vous permettent effectivement et qui nous permettent d'avoir sur un même mot un panel de définitions de contexte. Et l'idée c'est pas de choisir, c'est d'arriver à avoir une meilleure compréhension. Et le système, l'adversaire, joue beaucoup sur les mots. Donc la sémantique, l'étiologie, l'origine, mais surtout de quoi on parle, quand on parle de la personne ou de l'individu, bah effectivement, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Ça dépend en termes de compréhension, parce que ça dépend
le système de quoi il parle, notamment quand il écrit des textes et ça dépend aussi de ce que l'individu va comprendre et bah, l'idée c'est ça, ce qu'on voit tout de suite, par exemple, c'est que quand on vient rapidement, bah oui, altérer, c'est modifier en mal l'état normal de quelque chose. Donc déjà, vous voyez, quand on commence à dire: «Waouh, ça altère l'âme humaine», qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'il veut dire le monsieur? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce titre? C'est aussi changer la vraie nature de quelque chose et le contraire de l'altérité, c'est l'identité. Alors tout de suite, ça pose, ça pose des et ça amène des éléments. Quand on parle du dévoiement, on est tout de suite sur de la dépravation, sur de la perversion, on est sur, le fait de pouvoir détourner des mots, dans leur acceptation première et puis, ben, sur la personne et voilà, on peut aller très vite, hein, entre la personne physique, la personne morale, je veux dire de quoi on parle en fait? De quoi s'agit-il? Et c'est très important dans les textes parce que dans les textes, les décrets, les lois, les textes administratifs, on va dire les législatifs et juridiques, c'est rare, hein, qu'on parle d'êtres humains. C'est rare qu'on parle d'individus. On parle de personnes. Alors, au-delà du fait qu'on peut faire la plaisanterie de dire: «Personne, c'est personne», mon nom est personne, ça a du sens. Ça a du sens, est-ce qu'il s'agit d'une personne physique? Parfois oui. Est-ce qu'il s'agit d'une personne morale? Alors là, on n'est plus vraiment dans un individu, en fait, on n'est plus du tout, chez l'être humain, on est sur autre chose et c'est vraiment ça dont il s'agit. Donc être capable de faire la distinction en ayant ces éléments de définition, précises, ça permet effectivement d'avancer et si on regarde l'étymologie latine, la persona, c'est le masque de théâtre. Alors c'est intéressant parce que, personne, persona, le masque de théâtre, c'est on est tout de suite dans le jeu de rôle, le rôle. On est dans la théâtralité par rapport à cela et donc bah, dedans, quand on voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Je veux dire, que représente le masque et qu'y a-t-il derrière le masque? Donc c'est très intéressant parce que la persona, d'une façon générale, bon, c'est le masque que tout individu porte pour répondre aux exigences de la vie en société. Définition. La persona donne à tout sujet social une triple possibilité de jeu. Il peut apparaître, ben, sous tel ou tel jour. Il peut se cacher derrière tel ou tel masque et il peut aussi se construire un visage ou un comportement pour s'en protéger ou pour, donner, le change, de vouloir montrer quelque chose. Hem et donc voilà, ça veut dire qu'il y a des visages de circonstance, ça veut dire qu'il y a un rôle social qui se joue. Ça veut dire aussi que quand, on donne un titre, un docteur, un professeur, un maître, eh bien là aussi ça intervient, dans le rôle qu'on peut jouer et qu'est-ce qu'on veut faire passer, sous quel jour on apparaît, derrière quoi on peut se cacher et le sens du masque, en fait, souvent on y apporte une connotation négative. Hem, il y a un rapport, à la socialisation et un peu à la duperie, en fait. Mais bon, c'est pas que ça. Donc c'est important d'avoir ces éléments de définition et moi, il y a une et pour l'individu, c'est la même chose. Donc je vais pas rentrer, sur le côté individu vivant, végétal, le côté familier. On va retrouver effectivement, énormément de composantes aussi pour définir ce que peut être un individu. Ce qui est à garder, c'est par exemple le terme latin, d'où toujours pareil les étymologies, hein, c'est pour ça on nous a un peu freiné, voire enlevé de faire du latin et du grec. C'est bien dommage parce qu'en fait, on comprendrait mieux Je suis tout les à fait mots. d'accord parce que c'est euh, oui, le sens des mots et cetera, c'est fondamental avec ces langues. Ben oui, c'est fondamental et si, comme souvent, on entend parler de la novlangue avec 184 ou d'autres choses. Et on peut comprendre effectivement, non, et sans l'accepter bien sûr, les réformes qu'ils voulaient faire sur la forme de l'orthographe, le truc totalement absurde, alors qu'on a une belle langue française. Euh, oui, le fait d'être privé ou en tout cas de revenir, c'est ça l'idée, sur le grec, sur le latin et les définitions, ben, ça permet tout simplement de mieux comprendre ce qui est dit quand quelqu'un s'exprime de manière véritable. Et l'individu, ça vient d'un terme latin individuum, ce qui est
indivisible. Mmh. Alors, vous voyez, quand on parle Reviens reviens bien près d'individu, c'est un peu important. reviens bien près du micro parce que ça fait encore un peu étouffé quand même. Ah, OK. Bon, Voilà. je vais le tenir alors, je vais Ah là, ouais, comme ça, je parfait. vais me le je vais me le scotcher comme ça et puis, C'est ça, comme ça, pour la voilà. qualité de la parce que comme on te voit pas déjà, au moins qu'on t'entende, clairement, voilà, parfait. Voilà, donc Donc justement c'est ouais, voilà, ces éléments-là et puis je vais juste terminer rapidement, hein, oui. mais une fois qu'on a passé juste un petit peu de temps sur, la personne et l'individu, ça se duplique sur, sur tous les mots en fait, qui peuvent avoir et qui ont souvent plusieurs sens et au niveau des textes, au niveau des déclarations des officiels, au niveau des lois et cetera, une fois qu'on a pris l'habitude de ça, ben, voilà, on regarde, on vérifie et on comprend un peu mieux, ce que ça signifie. Heu, hem, le dictionnaire de l'Académie française, hein, lui, l'individu, c'est une unité organisée, hein. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir effectivement cette notion-là. Mais, qui m'a, ce qui m'a intéressé aussi, dans notamment, la personne, et là on est plutôt sur, hem, des composantes philosophiques, théologiques. Alors, bon, le mot il est compliqué, hein, c'est, hypostase, mais bon, ça veut dire juste un principe divin, hein. Donc là, on est vraiment dans quelque chose. La personne, c'est ça aussi, c'est ouais, une doctrine néoplatonicienne, c'est un terme qui désigne un principe divin. Donc ça apporte aussi, un élément supplémentaire et une fois qu'on a compris ça, on se rend compte, que, on n'est pas personne, en fait. Un individu, c'est pas personne, c'est pas rien. C'est quelque chose qui a vraiment, une grande importance et à chaque fois qu'on altère un individu dans sa composante globale, jusqu'à, entre guillemets, et on peut même enlever les guillemets, «l'âme humaine», bah, effectivement, c'est très grave. C'est la situation dans laquelle on est. On est en guerre, c'est une guerre totale contre le vivant, c'est pas que les êtres humains, c'est Mmh. dans ce cercle vertueux de la vie du microscopique au macroscopique, en passant par, voilà, les animaux, les plantes, et les êtres humains, c'est de ça dont il s'agit. Donc oui, effectivement, il y a une certaine forme il y a une urgence, oui, effectivement, il y a une urgence à comprendre, dans quel monde on vit et comment il s'articule, de mettre de côté, «Laissez-nous faire, le monde est trop complexe». Oui, c'est important de comprendre ce qui est dit, ce qui est dit par des dirigeants, par des gouvernants, par des institutionnels, ce qu'ils écrivent, et ce côté, duplicité, ce côté inversion, c'est pour votre bien. Ben, quand on regarde à la fin, on se rend compte que, bah, c'est tout l'inverse, hein. Oui, oui, c'est pour votre sécurité. En fait, on se rend compte que ça donne une autre composante, en fait, où dedans on va rencontrer le contrôle et cetera et cetera. Et donc l'idée de tous ces travaux de recherche, c'est effectivement, en tout cas nous, ce qu'on a fait, c'est de s'attacher progressivement, alors oui, ça fait un gros travail, à pouvoir, à notre niveau, pour pouvoir, se rallier et combiner, en fait, les travaux d'autres, qui, comme nous, ont eu un autre point de départ. On ne se connaît pas, ils sont pas comme nous dans l'industrie, ils sont pas nécessairement d'ailleurs pas du tout en santé et sur leur sujet à eux, dans leur secteur d'activité, on arrive toujours, alors qu'on ne se connaît pas et qu'on n'a pas le même point de départ, qu'on n'a pas le même référentiel, à une convergence et à quelque chose de commun. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, on doit tous regarder dans le même sens, en fait et que, la division, voilà, on sait très bien, hein, diviser pour mieux régner. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit à un moment donné d'entendre qui tire la couverture, et d'arriver à comprendre et à saisir, pourquoi c'est pas dit. La question qu'on nous a posée souvent, c'est, «On ne connaît pas vos dossiers». Depuis plusieurs années et pourtant on a fait un dispatching très large, en fait et qu'effectivement on l'a dispatché et présenté et partagé à énormément de gens. Qu'en ont-ils fait? Ce qui est important à garder, j'en discutais hier avec une personne, c'est que, bah, ils sont partout, hein, en France, nos dossiers, ils sont, aux États-Unis, ils sont en Israël, ils sont, en Russie, ils sont, en Afrique, ils sont dans les pays européens, c'est pas la question. Ceux qui les utilisent, qui les étudient le plus, c'est l'adversaire, hein, c'est l'adversaire. Ah lui, il les a. Il les a
il les étudie et il voit comment il peut mettre des contre-mesures. Donc le plus important et le travail qu'on a, c'est effectivement de pouvoir, partager ça et c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on fait avec toi et moi je te remercie vraiment, pour que, bah, les gens prennent, connaissance de l'information à travers les lives, s'ils ont le temps de lire, bah, à travers lire, de discuter entre eux et de mettre ça et de confronter ça avec les infos qu'ils ont et à un moment donné de faire le tri. Le prix de la compréhension, elle est, dans quel monde on vit est à ce niveau-là. Donc vous D'accord. voyez, il y a aussi, tu vois, il y a aussi une pardon, on mesure qu'il y a une composante, quand je parle de la humaine dans le titre, aussi une composante philosophique, une composante, voilà, dans le sens la personne Oui, c'est l'hypostase c'est pour ça que tu et reviens l'humain. à des définitions sur des thèmes de la vie de tous les jours, hein, des termes quotidiens, mais aussi administratifs notamment. Et tu nous parles de la santé avec les déficits sociaux et la sécurité sociale, notamment en disant qu'il est important et pertinent de regarder les textes initiaux, ordonnances et décrets et lois, quelles que puissent être les raisons invocables justifiant les immenses et permanentes modifications et abrogations que chacun découvrira au cours des 3 dossiers, les intentions de départ peuvent être souvent bonnes. Tu nous parles, notamment de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sur la sécurité sociale, promulguée par le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle. D'ailleurs, c'est Ambroise Croizat, à l'époque, qui est à l'origine, de la création de la sécurité sociale. C'était un ministre communiste, qui, était un des seuls d'ailleurs qui, dans l'histoire, des ministres, avait travaillé à l'usine à l'âge de 13 ans, donc il connaissait très bien le monde du travail. Cela a été promulgué par le gouvernement provisoire dirigé par De Gaulle pour assurer les moyens d'existence et de soins à tous les citoyens. Et les objectifs étaient d'inscrire la sécurité sociale autour d'une organisation unique, d'une cotisation unique, d'une solidarité et d'une gestion des caisses par les assurés eux-mêmes, afin de dépasser une conception d'assistance sociale placée sous le contrôle de l'État, de bienfaiteurs, de congrégations religieuses, de notables et d'une petite bourgeoisie voulant en rester à ses œuvres sociales. Voilà. Mmh, Donc là, tu mmh. nous parles de cela avec la loi Alors sur l'assurance sociale. alors, c'est super intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai gardé qu'est-ce qui est important de garder par rapport à ça? La sécu, la sécurité sociale, bon 45, donc on comprend bien effectivement à quoi c'est destiné. C'est quelque chose de voilà, que beaucoup nous ont envié, qui est totalement détruit, au fur et à mesure et dont on nous a totalement spolié. Quand on regarde un petit peu l'idée de, comment au-delà, comment ça s'est mis en place au fur et à mesure, mais c'est important, c'est dans le voilà, vous trouverez ça dans les dossiers, il y a tout un historique lié à la mutualisation, lié aux corporations, comment ça fonctionnait au 19e siècle, etc. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Et après, on regarde un peu les répartitions au niveau des caisses. Alors, là, les données, ça a peut-être changé, hein, parce que les données, elles ont été implémentées et sourcées au moment où on a fait les dossiers, hein, donc on est en 2021. Hein, et déjà la CNAM, en fait, la Caisse nationale d'assurance maladie, 35 membres à l'époque, il y avait à la fois 13 membres d'assurés sociaux, et puis bah, il y avait un nombre équivalent pour représenter les employeurs, ce qui en soi n'est pas totalement déconnecté, en sachant que au départ, les 3/4 des représentants élus, bah, c'était souvent les travailleurs quand même. Mais qu'au fur et à mesure, il y a eu une espèce de parité qui s'est mise en place. Donc c'est vrai que ça questionne aussi un petit peu, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus choquant, même si, à un moment donné, on peut s'interroger. Mais que c'est surtout dans les textes, qu'on commence à regarder à un moment donné, notamment il y a un décret là du 4 septembre 2021, où, la caisse commune de sécurité sociale, bon, a un certain nombre de représentants, mais qu'il y a des représentants qui sont désignés par les préfets. Donc, c'est pas neutre. Je veux dire, à un moment donné, quand vous avez une caisse commune de primaire d'assurance maladie avec des représentants qui sont désignés par le préfet, bah, le préfet étant désigné, voilà, par par l'État, par c'est pas, comment dire, on n'est pas totalement déconnecté, mais on est dans une gestion voilà, un peu particulière. On aurait plutôt tendance à ce que ça soit peut-être un peu différent. Et là où moi ça m'avait un peu surpris et j'ai découvert ça parce que je savais pas, c'est que dès le départ, dans les premières années de la sécurité sociale, ça a dégagé effectivement énormément de chiffre d'affaires. Et le budget
était assez rapidement, dans les premières années, un peu supérieur au budget de l'État, en fait. Et là où c'est particulier, c'est qu'il a fallu attendre 34 ans avant qu'il y ait une commission des comptes de la sécurité sociale. La Sécu, elle est en 45, elle est créée en 45, il n'y a qu'en 79 que on commence à dire ah, il y a un gros flux financier. 34 ans, ça fait long, hein, quand on commence à dépasser le budget de l'État dès les premières années, un volume financier. Mais pendant 34 ans, en fait, il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas globalement une somme d'argent majeure et comment ça fonctionne tout ça. Donc du coup, ces dernières années, avec les lois de financement, la Sécu, etc., les plans et lois de financement, on a dit il y a des déficits, tout ça c'est compliqué à gérer, etc. Comment on peut laisser un organisme dont les textes, pratiquement d'emblée, je veux dire, c'est un établissement public, c'est obligatoirement soumis à contrôle, pendant 34 ans, il n'y en a pas, quoi, avec des sommes colossales. Donc ça met en contrepoint le fait de dire ah ben après est-ce qu'il y a un déficit, etc. Bon, ça m'a beaucoup surpris de Non, mais découvrir c'est intéressant de des voir choses. un peu l'historique de la sécurité sociale, etc., et de revoir un petit peu comme ça fait partie de notre santé et qu'aujourd'hui on parle des déficits de plus de 55 milliards, de voir un petit peu qu'aujourd'hui finalement on est en train de revenir sur tous les acquis depuis. Alors ça, on dit souvent que l'ère Macron a provoqué ça, mais déjà sous Sarkozy et Hollande ça commençait, mais là on le voit encore plus, c'est qu'on est en train de revenir sur tous les acquis depuis 80 ans et qu'aujourd'hui on est en train de, je sais pas si on peut dire qu'on est en train de finir comme les États-Unis, mais en tout cas que, on est en train de devoir, subvenir nous-mêmes à nos propres besoins et que le régime de solidarité qui existait jadis, eh bien, aujourd'hui est en train de disparaître quasi totalement. Donc, c'est intéressant de voir d'où ça vient et de comprendre comment ça a pu se dégrader au fil du temps. D'autant plus que dans l'ordonnance initiale, là, numéro 45 2250 du 4 octobre 45, qui porte sur l'organisation de la sécurité sociale, donc sur sa création, il est prévu, et c'est l'article 16, que la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est un établissement public et qui jouit d'une autonomie financière, est soumise au contrôle du ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances. Donc comment on peut être soumis au contrôle quand il n'y a pas, quand en fait la commission des comptes de la Sécurité sociale, elle est créée sur la proposition de Simone Veil le 22 mars 79 et la Sécu s'est créée en 45, quoi. C'est des choses dont que les gens ont besoin de savoir. Moi, j'avoue, je ne le savais pas. D'accord. Ah Voilà. bah, écoute, là au moins on le sait. Voilà. Les questions que d'ailleurs on peut se poser, que peut-on en penser? À regarder de plus près, la parité réelle, quel en est le compte des répartitions des sièges en pourcentage réel par situation? Existe-t-il des missions, ponctuelles qui changent la donne par rapport à un sujet à valider et ce, au sein des différentes compétences classiques des conseils et des caisses de l'assurance maladie? Qui supervise tout cela? Donc, voilà, il est important de connaître les bénéfices, les pertes, les renoncements, les concessions qui ont été faites, de savoir ce que nous avons réellement gagné. Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'on est pour ou contre la suppression de la sécu? Est-ce qu'on veut voir disparaître les assurances sociales? En fait, est-ce qu'on veut voir disparaître nos acquis? Donc là, ce sont des questions, j'allais dire presque, oui, encore une fois philosophiques, presque existentielles. Est-ce qu'on a envie de voir notre pays, disparaître peu à peu avec, son régime de solidarité qui, était là pour subvenir aux besoins de chacun? Parce que c'est un système que le monde entier nous enviait, encore récemment, mais on voit que c'est de moins en moins le cas. Et justement, tu fais un historique de 1893 à 1945, une mise en œuvre remplie de bonnes intentions. Donc je Mmh. comprends que 1893, c'est la loi du 15 juillet sur l'assistance médicale. Ouais. Après, il y a des questions sur lesquelles il faut peut-être pas aller trop vite. Les questions initiales, c'est quand même de se dire bon, comment ce trou de 34 ans sans contrôle existe? Qui est responsable de ça? Qu'est-ce qui a fait que? D'arriver à comprendre les choses. Pourquoi aussi, alors que a priori dans les textes, lorsqu'il y a des irrégularités, lorsqu'il y a des problèmes de gestion en fait, à un moment donné, en fait, il y a des sanctions, mais les sanctions souvent,
sont pas très claires en fait, ou souvent sont peut-être même pas totalement codifiées. Bref, il y a énormément d'anomalies et de dysfonctionnements qui peuvent expliquer ou en tout cas peuvent soulever des questions et une meilleure compréhension de ce qui est présenté, de ce qu'on nous dit et des sacrifices qu'on nous demande en fait, qu'on nous demande de faire, alors que les ponctions sont de plus en plus importantes en termes de pourcentage sur les salaires et que les salaires sont de plus en plus réduits, de se dire, en fait, les gens qui s'occupent de ça, enfin, et qui s'occupent d'eux en fait. Si on gère pas bien, alors, au moins dans le privé, ça peut être très rapide. Encore, il faut voir en fonction des affinités, on va dire ça comme ça. Euh, mais au niveau public, voilà, les choses sont là depuis extrêmement longtemps. Et l'idée de se dire, est-ce que c'est voulu, c'est pas voulu, est-ce qu'on est sur de l'incompétence, est-ce que ce sont des erreurs? Chacun peut être libre de répondre à cette question. On peut quand même se demander que compte tenu du niveau de formation des gens, parce qu'il ne faut pas oublier que en 45, il y a aussi l'ENA qui est créé, hein. Donc l'ENA, ça a été bien fait pour comment dire, former et produire des agents de l'État au plus haut niveau de compétences et de connaissances. Euh, voilà. Est-ce qu'on est vraiment dans de la compétence compte tenu de la formation de l'énarque? Bon, on peut en douter. Est-ce qu'on est sur des erreurs? 34 ans, c'est plus une erreur, hein. Non, c'est sûr. C'est plus une erreur. Donc Ouais, voilà. comme disait Claire Sévrac, hein, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Hein, Oui, Claire Sévrac et comme d'autres, c'est effectivement très, très, très important. L'idée que le système, l'adversaire ne veut pas que les gens comprennent ou sachent. Voilà les sujets sur lesquels ce à quoi on est confronté, qu'on doit regarder tous dans le même sens de manière très claire, euh, c'est voilà, ces informations-là et les autres, il ne faut pas que ça se sache en fait. Voilà. Et c'est pour alors ça qu'à un justement, moment c'est donné, on est intéressant. invisibilisé, on est censuré. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui, 4, 5 ans après, disent ah, on ne vous connaît pas. L'adversaire, nous, il nous connaît bien. Hein. Il a étudié, il Oui. étudie et il regarde de manière précise comment il peut s'en dépêtrer par rapport à ça. Donc il y a vraiment un engagement, presque un sacerdoce à faire ce que nous sommes un certain nombre à faire, sans négliger ceux dont on ne parle pas, mais que l'on rencontre en tout cas sur le terrain de plus en plus et qui eux agissent. Après, il y a peut-être un tri à faire en fait, hein, parce qu'en fonction des infos qu'on a, les actions sont pas les mêmes. Donc, si on a les informations, et qu'on ne les active pas, ben, ça pose quand même une question en fait. Hein. Ça pose quand même mais pourquoi alors? Tu sais, et tu ne fais pas. Ok. Ou tu fais mal, ou tu dis qu'on ne peut pas faire, ou tu fais autrement, ou autre chose. Et du coup, ça donne une grille des lectures et un crible et un tri de compréhension de ce qui est dit, de ce qui est fait. Et là, on revient sur vous voyez, le masque de théâtre, en fait. D'où l'idée d'avoir commencé ce dossier sur voilà, la personne, l'individu, la persona, et de bien mesurer ce que ça signifie, parce qu'on a affaire aujourd'hui, euh, alors, les masques tombent. C'est très difficile au long cours de tenir la mascarade. C'est très dur parce qu'on ne sait plus ce qu'on a dit, parce qu'à un moment donné, les infos, elles circulent et que voilà. Mais voilà, les masques tombent et l'important, c'est qu'ils tombent tous. Il y en a plein qui se raccrochent aux branches, mais pendant des années et des années, on les a pas entendus. Et quand ils ont l'information, ils n'en ont rien fait. Donc, bah, les masques tombent. Oui. Alors justement, pour en venir à la sécurité sociale, Jean-Pierre, il y a donc, comme tu nous le disais, créé en 45, ce n'est qu'en 79 qu'est créée une commission des comptes de la sécurité sociale sur proposition de Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé et de la Famille.
dans le gouvernement de Raymond Barre, à l'époque Premier ministre, ministre de l'économie René Monory, ministre du budget Maurice Papon, ministre de l'agriculture Pierre Meignery. Et puis, dans sa création, il est prévu que l'établissement public soit soumis à contrôle du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et des ministres de l'économie nationale et des finances, dans l'article 16. Donc ensuite, tu nous évoques les différents articles, notamment sur les procédures prévues suite à une mauvaise gestion des caisses ou à une carence du conseil d'administration. Prévu aussi un service de contrôle général de la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut dire que la Cour des comptes aujourd'hui est aussi chargée de contrôler cette sécurité sociale ou est-ce que c'est encore un autre domaine? Oh, je ne suis pas penché là-dessus, je saurais pas répondre à cette question comme ça précise. Ouais. En tout cas, chaque structure, a normalement un organisme de régulation et si ce n'est, quand c'est du financier, de contrôle. Bah, a priori, on se rend compte que, bah, visiblement, voilà, c'est pas le cas, ou en tout cas, ça fonctionne pas de manière optimale, hein, puisqu'on est toujours obligé, d'augmenter les prélèvements, il y a toujours des déficits et puis qu'on n'entend pas, en fait, de sanctions envers les responsables. Puisqu'à un moment donné, si les gens sont si incompétents et font autant d'erreurs, à un moment donné, il faut qu'ils sortent du circuit et qu'ils aillent, faire autre chose, en fait, hein. Qui changent de métier, qui se réorientent, qu'on les aide à se former à d'autres métiers. Je mets tout ça entre guillemets, hein, bien sûr, hein, mais en même temps, c'est ce que constatent les gens maintenant. Et c'est très important parce que il y a un avant et un après Covid. L'avant et l'après Covid, c'est de pouvoir dire oui, mais c'est bien sûr d'ouvrir les yeux parce que les informations aujourd'hui, elles arrivent en masse. Et malgré le ce que le système a essayé de mettre en place, c'est-à-dire de créer le doute avec la désinformation et cetera. Une fois qu'on a saisi et qu'on fait, comme nous, comme d'autres, ce pas de côté et qu'on zappe, en fait, on arrête ce que l'on sait être du domaine de la propagande, donc on arrête ces canaux d'information et qu'on commence à mettre en place sa grille de lecture et qu'on conforte cette grille de lecture et qu'on l'alimente avec le sens critique et l'objectivité le plus qu'on se réactive, bah, on revient plus en arrière. Donc l'idée, c'est pas de revenir sur quelque chose dont on a vu que ce n'était pas valide ou licite. Donc, je ne sais pas si ça répond pas à à la question que tu as posée Si, si, mais sur la Cour des comptes, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il est légitime, enfin sérieusement quoi, de se dire que il y a un contrôle indépendant, objectif, qui permet de savoir un, quel est l'état des lieux, et deux, s'il y a besoin de sanctionner ceux qui n'ont pas fait le boulot. Ah, chacun mais va trouver sa réponse, le hein. problème, Jean-Pierre, c'est qu'on peut se le problème, Jean-Pierre, c'est que enfin, la réponse est déjà dans la question. On voit très bien qu'en général, ceux qui font les bêtises au plus haut sommet ne sont jamais rattrapés parce que là, en plus, on est dans une situation quand même, une parmi tant d'autres ubuesque, paradoxale et dystopique, en Macronie. C'est que, l'actuelle présidente de la Cour des comptes, heu, était celle qui contrôlait qui était déjà dans le budget avant. Donc en fait, elle est placée à un poste, à vie en plus, où elle va contrôler le budget où elle a déjà merdé avant. Et donc de ce fait, on voit bien qu'on s'organise pour verrouiller tout cela au plus haut sommet de l'État. Et par contre, je sais pas toi, mais là, à l'heure où on enregistre cet épisode, moi, je viens de recevoir ma déclaration d'impôt. Si je paye pas dans les temps et dans les dates qui me sont imposées, dans la déclaration, je vais avoir un rappel de la commandanture, quelques jours après en me disant: «Si vous payez pas maintenant, vous allez avoir 10 de majoration». Donc nous, par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, eux, s'ils détournent, ou si, il y a pas de contrôle de plusieurs millions d'euros, parce que là, c'est pas en dizaines d'euros, c'est en millions d'euros que ça se calcule, voire en milliards. Voilà, donc c'est malheureusement, on a déjà la réponse à notre question avant même de la poser, quoi. Mais c'est intéressant quand même de voir que personne, individu et puis merci d'avoir fait le rappel sur la persona, les masques, mise en scène, théâtre, parce que c'est vraiment du théâtre, c'est vraiment, même de la supercherie.
on le voit. Et là, justement, dans ce dossier, page 28, tu nous parles, du médicament. Alors comme c'est un domaine en plus que toi et Virginie, vous connaissez très bien, le passage du médicament, de la prescription à la consommation, donc ça, c'est important parce qu'il y a aussi un constat que vous faites, qu'on fait tous maintenant, c'est la disparition progressive du médecin de famille et de la liberté de prescrire. Donc là, c'est hautement symbolique par rapport à ce qu'on a vécu durant le covid. Donc, si tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, juste, une petite parenthèse vite fait. Ouais, Heu, la Cour des comptes, visiblement Napoléon Ier, 1807 et en ce qui concerne, la mise en société, c'est, avant la 1 guerre mondiale, c'est, inscrit en tant que société en 1907. Donc, on voit quand même qu'il y a déjà, des choses qui existent bien avant, la création de la sécurité sociale en 45 et donc c'est dysfonctionnel, en fait. L'analyse, ça tient pas la route de dire que, enfin de concevoir qu'il n'existe pas de moyens de contrôle financier sur une manne financière d'un dispositif, solidaire comme la sécu, alors qu'il existe depuis très longtemps et puis c'est pas aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, c'est certainement pas aux gens de l'État, en fait, de dire que, bah, quand, il s'agit de finances et de budget, bah, faut qu'il y ait enfin, voilà, un expert comptable, faut que tu quelqu'un qui fasse les bilans et qui regarde ce qui se passe, quoi, qui régule et qui alerte ou qui dise: «Tout va bien», quoi. Donc tous ces éléments-là mis à jour nous permettent de mettre en avant des anomalies, les dysfonctionnements et ça devient voilà, c'est plus facile de se forger une opinion et d'ouvrir des questions. Alors pour aller effectivement sur le côté du passage du médicament à la prescription de consommation, ben, en réalité, les grands items sont assez, voilà, sont identifiés, hein. À un moment donné, on n'est plus dans le médecin de famille, et on n'est plus dans la liberté de prescrire. Donc c'est vraiment pas il y a eu tout un rapport progressif, en fait, où, dans la prise en charge, thérapeutique, on était vraiment proche des gens et que les médecins de famille, bah, suivaient plusieurs générations et on était vraiment sur de la proximité et la dépossession de la liberté de prescrire, elle s'explique j'aurai peut-être l'occasion de pouvoir y aller, mais l'élément le plus important, par rapport à ça, on le voit au milieu hospitalier puisqu'en fait, maintenant c'est plus des médecins, hein, qui gèrent les structures hospitalières, hein, c'est des comptables en fait, c'est des gens qui des fois n'ont rien à voir avec la santé et que l'entrée, dans l'hôpital public de la tarification à l'activité, la fameuse T2A, montre, déjà d'entrée que, la solidarité collective des établissements publics historique sur lequel, bah, même quand tu as pas d'argent, on va te soigner et arriver à quelque chose qui évolue et on va en reparler au fur et à mesure des évolutions des partenariats, public-privé sur lequel, bah, faut que ça soit rentable et après on décline en fait toute une espèce de communication narrative sur, le pourquoi du comment, mais quand on remonte à la source, moi je le dis toujours, 34 ans sans contrôle et après on veut nous expliquer que, les hôpitaux sont dysfonctionnels, qu'il faut réduire la voilure, qu'il faut passer à la T2A, qu'il faut rentrer sur une gestion, en fait, qui est une gestion financière et qu'on est sur un phénomène de santé. Là, il y a quelque chose 34 ans, attends, c'est même pire que ça, il y a 34 quelque ans de contrôle il y a et quelque chose qui dire cloche. que le contribuable français est responsable de la dette de 3 500 milliards alors qu'on a eu un ministre de l'économie qui à lui seul en a causé 1 000 milliards. Et donc dans cette entreprise de culpabilisation permanente du contribuable français, heu, voilà donc, au-delà du constat, Ouais, qu'est ouais, qu'est je pense qu'il faut pas tout mélanger, en fait. Moi, dans l'idée, je vais pas tout mélanger parce que l'histoire des 3 300-3 400 milliards de dettes françaises, voilà, on a déjà discuté avec d'autres, hein. C'est Pompidou, là, le 3 janvier 73, hein. À partir du moment où oui. effectivement on fait disparaître la Banque de France et qu'on dit, ben, faut prendre du crédit, tout de suite on est dans de l'anomalie dysfonctionnelle, en fait et depuis ce temps-là, et c'est là où, quand Virginie parle des 7 présidents de l'apocalypse qui se passent le relais et alors je vais le dire là, une fois pour toutes quand même, hein, mais ça a été beaucoup répété, hein. On a démontré un certain nombre de choses,
notamment la préméditation et la planification sur un temps long d'anomalies, de dysfonctionnement. Il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a pas de manque de compétences, il y a une préméditation et il y a une planification avec un passage de relais sur un temps long. Et la Ve République, c'est ça, quoi. Donc c'est assez simple à comprendre. Donc pour revenir sur les 3400 et les déficits, là c'est autre chose. C'est on emprunte au privé et on peut plus s'autofinancer, ce qui est complètement délirant en fait, parce que quand un pays avec son économie dégorge des bénéfices, c'est logique qu'une banque de France, voilà, on imprime la monnaie. Enfin, moi c'est pas mon domaine de spécialité, mais ceux qui ont travaillé vraiment sur ces éléments-là le comprennent bien. L'important c'est que tout le monde le comprenne en fait. Donc la dette de la France, l'origine, c'est Pompidou, et depuis, c'est plus revenu. On n'est plus revenu en arrière. La question qu'il faut dire, c'est genre, pourquoi quoi? Alors qu'un politicien, un gouvernement et autres sait très bien que ça va aboutir qu'à des éléments dysfonctionnels. C'est pas comme ça que ça peut marcher au long cours. Et il ne s'agit pas de dire ouais, ouais, tout le monde fait comme ça. Non, non, non. Je veux dire, quand un pays avec son économie dégage des bénéfices, on le voyait même au niveau local. C'est très bien de prendre il y a un conseiller municipal qui disait ah oui, quand l'investissement, faut investir, donc prendre des crédits. Donc il prend de plus en plus de crédits au niveau local. Et il y a un autre conseiller qui lui dit oui, mais en fait, ça, gérer les investissements, c'est pas à la base de crédit, c'est on règle, on a un budget, on voit ce qu'on peut faire et on voit s'il reste de l'argent. Et en fonction de ce qui reste à faire, on voit là où on peut investir. Et bien souvent, c'est sur de l'entretien, c'est sur de la maintenance. C'est pas de se demander si on va ouvrir un nouveau chantier pour créer, je sais pas moi, un mur d'escalade qui va coûter 3 millions d'euros ou un skatepark qui va en coûter 450 000. Où là, il va falloir prendre du crédit, en fait. Donc, je mets de côté la démarche qui est la démarche financière, si on revient sur notre sujet, d'une cascade qui est en fait sur le côté médical, une dépossession, le passage d'un hôpital public, on va dire presque solidaire, par les cotisations globales, où tout le monde peut être soigné, même si on n'a pas d'argent, mais il faut quand même que ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est de l'investissement, mais c'est sûr, l'investissement solidaire national, à une tarification à l'activité, c'est-à-dire il faut que ça soit rentable. Et ça, ça a été renforcé en même temps, puisque les gens ne le savent pas, parce qu'on appelle, il y a des incitations financières au niveau médical depuis longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, ça s'appelle le CAPI. Le CAPI, c'est le contrat de rémunération, c'est un contrat de rémunération à la performance d'un médecin qui est en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il coche les bonnes cases, ou s'il dépasse pas, ou si effectivement il est dans les clous, eh ben en fait il est rémunéré pour ça. Et il passe un contrat, c'est contractuel, donc c'est quand même bien. Là, on n'est plus sur la liberté de prescription. Et puis il y a aussi un truc qui s'appelle le ROSP, le ROSP, parce que CAPI c'est CAPI. Le ROSP, c'est la rémunération, c'est les objectifs de santé publique. Donc en fait, les objectifs de santé publique, voilà, il y a l'ONDAM, il y a un certain nombre de structures qui disent bon voilà, cette année, voilà les objectifs. Eh bien, il y a une rémunération par rapport à ça. Vous atteignez vos objectifs, vous êtes récompensé, vous n'y atteignez pas, vous avez moins de récompenses ou pas de récompense. Donc à un moment donné, ça, c'est pas arrivé tout seul en fait. Hein. Le mécanisme de mise en place, la dérive et la dépossession en fait de la liberté de prescrire, de la liberté de soigner, et énormément de médecins se sont érigés contre ça. Il y a une espèce de rouleau de compresseur qui a fait que, et c'est peut-être pas qu'un rouleau de compresseur, parce qu'en fait, ça aurait été le job des ordres, en fait, des conseils de l'ordre, en fait. Hein. Il me semble que le conseil de l'ordre des médecins de Paris, il s'est passé un truc sur le conseil de l'ordre des médecins de Paris, départemental, donc du 75. Mais bon, ouais. Voilà, défendre aussi une corporation pour qu'elle puisse, je dirais, avoir une activité qui soit une activité en rapport avec
avec son engagement, je dirais son serment et la réalité, ça fonctionne pas c'est pas logique avec la tarification à l'activité. La tarification à l'activité, il y a des actes dans les hôpitaux, en fait, qui sont faits alors qu'ils ne servent à rien. Enfin, par rapport à un patient donné, vous voyez, faire une radio de quelqu'un qui est assis au fauteuil, c'est pas pertinent. Par contre, ça rentre dans la T2A. C'est-à-dire que la collectivité va enfin, voilà, on coche une case et il y a un flux monétaire qui tourne, c'est-à-dire qui vient des cotisations, en fait, des contribuables, en fait, à un moment donné. Vous comprenez comment ça? C'est un peu ça l'idée. Donc, quand on a ces éléments-là, on voit bien que qu'on est dans un système qui n'est plus un système de soins historique, on va dire, positif, mais qu'on est dans un système ouais, de consumérisme, en fait, de consommation. Alors, au-delà donc des comptes de la sécurité sociale, on va parler du médicament pour terminer cet épisode, puisqu'on terminera dans le prochain épisode, on terminera le dossier. Mais là, tu nous parles justement du domaine du médicament, du générique également, Oui, euh, donc avec des rappels sémantiques, puisque tu nous dis que un médicament générique, c'est fabriqué à partir de la même molécule qu'un médicament déjà autorisé, dit médicament de référence et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Il a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et il a démontré sa bioéquivalence. Donc il se comporte de la même façon dans l'organisme et il a donc la même efficacité thérapeutique que la spécialité de référence alors que son coût est moindre. Voilà. Et donc ensuite, tu nous parles de la biodisponibilité, c'est la vitesse et l'importance du passage du principe actif, médicament ou métabolite, dans la circulation générale, gagnant ainsi le site d'action. La biodisponibilité d'un médicament dépend plus de sa forme galénique, qui dépend à la fois de sa conception et de sa fabrication. Les différences de biodisponibilité entre diverses formulations pharmaceutiques d'un certain médicament peuvent avoir une importance clinique. Par conséquent, la connaissance de la notion d'équivalence entre les formulations médicamenteuses est essentielle. mmh. Ouais, Voilà. on va peut-être effectivement terminer là-dessus. Ouais. Comme j'entends et je sais que voilà, il y a des médecins, ils sont pas tous des médecins de plateau, hein, qui vont grogner par rapport à ce que je dis, bah, qui me contactent, qu'on puisse en discuter. Parce qu'effectivement, sur 40, sur 30 ans, on a pu voir cette dérive, en fait. Et on ne doute pas que beaucoup de médecins se sont érigés par rapport à ça, mais concrètement, rien n'a été fait pour le fait que bah, le médecin aujourd'hui, il n'a plus la liberté de soigner comme il veut. Et, euh, et ça fait longtemps que c'est comme ça, et ça s'est pas mis en place du jour au lendemain. Et on l'a vu aussi avec la progression de l'informatisation des cabinets où les ordis, etc., étaient donnés. Et on l'a vu aussi avec les délégués à l'assurance maladie qui, à un moment donné, venaient un peu expliquer aux médecins qui les recevaient d'ailleurs un peu gentiment, et puis d'autres, quand ça se passait pas bien, qui les éjectaient, pour leur expliquer que c'est pas bien ce qu'ils font là. Ils sont pas dans les clous de ce que demandent les caisses, la caisse primaire d'assurance maladie, ou en tout cas pour atteindre les fameux objectifs de l'ONDAM, les objectifs nationaux des dépenses d'assurance maladie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on arrive au niveau du générique, ça aussi, c'est intéressant parce que dire qu'on est exactement sur un copier-coller par rapport à une molécule princeps, c'est pas tout à fait vrai en fait. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des excipients et que les excipients ont un rôle en fait qui peut intervenir sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En fait, concrètement, il y a une molécule active et puis pour que tout ça puisse tenir soit en comprimé, soit en gélule, soit dans une forme, ce qu'on appelle galénique. Les formes galéniques, c'est ça, quoi. C'est des, c'est la façon dont le médicament est présenté, donc en comprimé, en gélule, en sirop, en pommade, etc. Les excipients interviennent là-dedans et c'est pas neutre en fait. Et le 24 avril 96, il y a une ordonnance là, 96-345 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Donc c'est une présidence Chirac avec un gouvernement Juppé qui institue la spécialité générique. C'est l'article L601-6. Bah, on note quand même qu'il y a un décret du Conseil d'État qui fixe des conditions d'application du présent article et qui précise notamment les critères scientifiques justifiant le cas échéant l'exonération
des études de biodisponibilité. Alors là, on prend un peu de recul quand même, parce que quand tu l'as dit, la biodisponibilité, c'est la vitesse et l'importance du passage du principe actif, donc du médicament dans la circulation générale, pour gagner le site d'action. Donc ça, tout le monde va comprendre, hein, on prend un médicament, puis il y a une rapidité et qualitativement la façon dont ça peut aller. Et qu'effectivement, il est important de savoir si on est bien par rapport à la molécule princeps initiale qui, en théorie, mais on reviendra pas, enfin, tu as fait des audios sur Christine Coton, et puis Virginie est apparue sur Christine Coton, sur la qualité des études cliniques. On pourra peut-être en parler à un moment donné à nouveau. Bref, c'est très important de vérifier que par rapport aux études cliniques initiales et à molécule princeps originale, quand on fait un générique, on obtient bien le même résultat en termes d'innocuité, de bénéfice-risque, et qu'il n'y a pas des choses nouvelles qui apparaissent ou des choses qui ne sont pas bénéfiques, qui ne sont pas au registre en fait de l'identification de l'étude clinique. Donc bah là, en fait, il peut y avoir des conditions où on peut être exonéré des études de biodisponibilité. On est en 96 hein, quand même, hein, donc à un moment donné, vous voyez, les choses, en fait, dans la dégradation du système de soins, le fait de ne plus pouvoir d'arriver à la tarification à l'activité, donc le fait que les hôpitaux ne soient plus des hôpitaux publics où on peut se faire soigner à moindre coût, mais voilà, que ce soit géré comme le privé, il faut que ça soit rentable. Donc voilà, que la liberté de prescription, elle n'existe plus parce que on a mis en place il faut gérer les dépenses de santé. Hein. Alors, je reviens encore, je me répète, hein. Comment on gère les dépenses de santé quand pendant 34 ans, on n'a pas de commission de contrôle sur quelque chose qui, dès les premières années, est supérieur au budget de l'État, quoi, 45. Donc, il faut se réveiller à un moment donné. Je veux dire, il y a quelque chose là, on ne voit pas l'anomalie, on ne voit pas la contradiction, on ne voit pas le dysfonctionnement, ou est-ce qu'on voit effectivement un processus qui est planifié et qui est orchestré pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? C'est une question, hein. Chacun pourra y répondre comme il le souhaite. Mais dans les dossiers, il y a des questions, mais il y a aussi ces éléments d'information. Et ça, il est sûr que le système, l'adversaire ou les gens qui nous disent que tout va bien, que c'est nécessaire, qu'il faut se serrer la ceinture, que ci, que ça, qui nous racontent des histoires, en fait, il faut que les gens se rendent compte à un moment donné, mais ils le savent de plus en plus, que ça tient pas la route, mais quelle est l'histoire en fait? Depuis combien de temps ça tient pas la route? Parce qu'il y a plusieurs générations, et ça c'est l'idée des 7 présidents de l'Apocalypse, hein, sur la Cinquième République notamment, qu'on subit ça, quoi. Et au début, on fait confiance. Hein. Quand on sort d'une deuxième guerre mondiale, même si elle n'est pas terminée, on fait confiance aux gens qui nous dirigent. On donne sa confiance initialement au départ. On ne peut pas imaginer que ces gens sont contre nous. Bah, aujourd'hui, la question c'est est-ce que ces gens sont avec nous véritablement? Chacun pourra y répondre. En tout cas, les dossiers y amènent plus que de la transparence, des sources et des éléments factuels. Voilà ce que peut-être ce que voilà, hein, galénique, excipient, pharmacocinétique, pharmacodynamique. Ouais, non, mais Je pense qu'on a fait c'est. on a fait les éléments et on pourrait juste peut-être terminer aussi par rapport à ça, pour que les gens comprennent bien que dans la formation, enfin, dans la galénique, le produit dont les substances dont enfin, le produit dont lequel le médicament est formaté, les excipients jouent un rôle sur l'absorption en fait. Donc les études de biodisponibilité, elles permettent d'évaluer l'absorption dans le corps quand ça passe par voie générale, que ça arrive dans l'estomac et puis qu'après ça se diffuse, etc., au fur et à mesure, à savoir comment ça fonctionne. Est-ce que la bonne dose, la bonne fraction de dose du médicament, est-ce que ça passe bien? Est-ce qu'on est bien sur la même dose initiale, ce qui était prévu dans les études cliniques initiales? Là, je parle bien du générique. Et est-ce que ça atteint bien? Comment ça circule dans la circulation générale, donc systémique? Et à quelle vitesse ça atteint la cellule cible? Est-ce que ça atteint bien la cellule cible? Donc tout ça, normalement, il y a toujours eu un intérêt, et les médecins le défendent, hein, puisque l'idée, les médecins sont avec nous en fait. Le jour où les gens se rendront compte qu'effectivement, les médecins vont pouvoir s'appuyer sur leurs patients pour que médecins et patients vont pouvoir regarder dans le même sens, parce qu'en fait, il y a toute une frange, la population, tout secteur d'activité,
subi la guerre totale. Et en Oui, fait, et en regarder plus, dans le même tout sens, c'est est en regarder, tout est militaire en plus. véritablement, le dénominateur commun, voilà, et c'est de cela dont, je dirais, voilà, les lanceurs d'alerte, ou en tout cas, ceux qui, comme nous, prennent le risque de ne plus avoir de vie, de ne pas pouvoir bosser, enfin bref, d'être mis à l'index, d'être, voilà, peut-être aussi, voilà, menacés, enfin, en tout cas, ostracisés par rapport à ça. Ben, voilà, on a pris ce parti-là pour, cette démarche-là, et on l'a pas choisi, hein. Parce que franchement, Bah, je me doute, ouais. si on nous avait dit on allait faire ça et qu'on allait vivre ça, bon, on serait certainement parti à la pêche, en fait. Donc C'est il y a sûr. toujours une surveillance, renforcée, ce qu'on appelle un monitoring clinique, hein, d'un médicament. Ça, c'est obligé, et le générique, n'est pas exclu, n'est pas exclu de la réglementation par rapport à ça, sauf que, par rapport à la molécule originale Princeps. Par contre, c'est souvent un peu light, et ça a été toujours des communications, après peut-être des recommandations. En tout cas, il y a des textes qui font que c'est moins draconien, et c'est bien dommage que ça ne le soit pas. Je crois qu'en France, je pense qu'on est depuis pas mal de temps les objectifs, du générique, parce que c'était censé être, moins cher que les molécules Princeps. On a dû dépasser, je sais pas, on voit les 80% enfin, quand on va chez son pharmacien, il doit y avoir au moins, enfin, la règle des 80-20, c'est-à-dire 20% de molécules originales et 80% de molécules génériques. Donc, je veux dire, le générique, il est, il est utilisé, de manière très importante, et il y a certainement, à y regarder d'un point de vue qualitatif, pour pouvoir, restaurer ça, y compris au niveau national, parce qu'en fait, hein, c'est comme disait, je crois que c'est Raoult qui en parle, ces molécules qui sont sorties du domaine, enfin, qui sont dans le domaine public et qui coûtent rien, elles sont faciles les médicaments sont faciles à fabriquer, et pourquoi on n'a pas la mainmise de ça, plein et entier, donc des médicaments, clairs qualitativement, sur des bonnes pratiques, bien fabriqués, bien étudiés, bien surveillés, au niveau national, et produits, de manière industrielle sur le territoire national, en fonction des besoins de la consommation identifiée, au sein de la population. Il y a des choses simples, en fait. À chaque fois qu'on dit, c'est quoi les solutions? Elles sont simples, mais c'est pas ça qui est proposé en réalité. Vous voyez? Donc la question est de se dire pourquoi on n'en parle pas assez et pourquoi c'est pas proposé. Et après, on voit comment, les choses peuvent se mettre en place. Donc, Bien. donc voilà, l'idée des Eh ben, dossiers, écoute, ouais, c'est tout ça. C'est un peu long, je d'accord. suis désolé, mais ouais, j'ai essayé de faire partager et vivre, en tout cas, ces premières parties, dossier. J'espère que la Plus près deuxième du partie. micro, Jean-Pierre. Oui, bah, moi, j'y suis, je peux pas faire Mais mieux. c'est voilà, mais c'est de toute Voilà. façon, voilà, en tout cas pour le premier épisode, avec toi, bah, ça a permis de brosser un petit peu les différentes thématiques et des sujets aussi un peu plus techniques, mais plus explicites aussi par rapport à tout ce que l'on vit depuis, ces dernières années, entre autres. Et donc, dans le prochain épisode, eh bien, on finira le dossier. Là, on est aux environs de la page 40 sur 95, Ouais, globalement. pour parler des codes, et cetera, voilà. Mais, de toute façon, pendant que tu expliques, voilà, je fais défiler, mais il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de sémantique, beaucoup de vocabulaire. Donc ça permet de remettre un petit peu les principes de base pour éviter de tomber, dans la novlangue. Et donc, merci à tous de nous avoir suivis, en tout cas pour cet épisode. N'hésitez pas à le diffuser. Encore une fois, tout sera accessible en commentaire épinglé et en description. Et je vous souhaite une bonne soirée et donc à très vite, Jean-Pierre. Merci. Merci Nicolas. Au revoir.